Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 7 janvier 2025 du live de TV Finance. Et désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver le chrono-CAC de Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur de Perceval Finance Conseil, avec nous régulièrement pour nous aiguiller dans nos stratégies d'investissement et de trading. Jean-Louis, on va commencer votre chrono-CAC avec le CAC 40. Le CAC 40, les investisseurs français qui font face à une visibilité très faible concernant à la fois l'évolution politique, l'évolution économique du pays. Ceci étant, malgré une latéralisation qui dure dans le temps, le CAC 40 travaille la zone haute de ce canal. Oui, c'est vrai que depuis maintenant des semaines, on a tout anticipé, on a tout envisagé, y compris le pire, et notamment depuis les législatives. Donc, les investisseurs, si vous voulez, ne peuvent presque plus être surpris par quoi que ce soit. Et ils ont pris leurs précautions. Ceux qui voulaient vendre ont vendu. Ceux qui voulaient être défensifs et acheter un peu, notamment des valeurs de rendement, ils l'ont fait. Donc on a une situation d'attente et qui dure et qui peut encore durer. Il n'y a pas de raison. C'est encore possible que ce marché latéralise. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux proches maintenant. Vous disiez, on est dans le haut de la zone dans le haut de la zone, on va dire biais neutre, avec toujours un signal de vente qui a été déclenché, mais il y a longtemps maintenant, et pour lequel on n'a pas de relais, et on ne voit pas d'ailleurs pourquoi il y aurait un relais. Donc c'est très particulier, on ne s'attend pas à un directionnel, et moi je ne vois pas, dans les indications qu'on voit le marché, de prémices d'une forte baisse ou d'une forte hausse. À la limite, sur le plan technique, contre-pied, on pourrait avoir des écarts importants à la hausse, pourquoi pas, parce que ça prendrait un peu quand même à contre-pied ceux qui, sur le fond, sur le plan psychologique, sur le plan de la réflexion économique, se disent que ça va mal et que ça devrait baisser, ça devrait, mais le CAC 40, ce sont quand même de belles sociétés et qui peuvent se sortir très bien de la situation actuelle. Donc, moi, je surveille 7510. Tant qu'on ne franchit pas ce niveau, je cherche à vendre un petit peu sur des rebonds. Alors, très souvent, je ne vends pas au plus haut de la séance, bien évidemment, mais hier encore, on a eu un retracement de 1,50% du point haut, donc vers fin d'après-midi. Ça a fortement baissé entre 13h30 et 15h30. On est reparti à la hausse. On est revenu à la baisse le soir, surtout à la double top. Vous voyez, on a des mouvements extrêmement puissants, extrêmement violents, mais qui ne rencontrent pas vraiment de contrepartie, si vous voulez. On a une très grande volatilité de la liquidité, c'est-à-dire que cette liquidité, elle disparaît dès que les programmes d'arbitrage, notamment, se mettent en place à l'achat, et idem à la hausse. Donc, si vous voulez, si l'algo achète, il enlève ses ventes, et du coup, il enfonce tout. Et si il part dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc, c'est assez potentiellement perturbant. Parfois, le trader a l'impression d'être dans une machine à laver. Donc voilà, tout le monde a cette sensation. Il ne faut pas se dire qu'on est mauvais parce qu'on a cette sensation. Sur les actions, c'est pareil, c'est extrêmement violent. Les réactions, regardez Sodexo ce matin, -6. Bon, les chiffres ne sont pas terribles, bien sûr, mais quand même. On a des plus 10 un jour, des moins 15 le lendemain, etc. Et il faut focaliser vraiment, je crois, ces intérêts. Il faut les cibler et les conserver sur des valeurs sur lesquelles on n'attend pas de mauvaises nouvelles, pour lesquelles les perspectives sont vraiment très saines. Donc, en gros, si vous voulez, on a cette situation d'arrêt, d'attente, vraiment d'attente, qui peut durer 7510 pour repartir vers une zone plus favorable. Et là, on est dans une zone un petit peu de vulnérabilité, mais vous savez, on a avec des volatilités implicites qui n'ont jamais vraiment reculé, fortement baissé en tout cas. On est à 13, quand tout va bien, entre guillemets, on est à 12,5. Quand ça se tend, on est à 15, 16. Donc là, on est en ce moment à 13, 13,5, 14. Et sur Mars, on a une volatilité implicite qui monte, alors qu'elle devrait normalement un peu baisser, mais elle est plus haute. Ça veut dire que les investisseurs
parient sur le fait que ils se disent que les choses peuvent mal tourner, donc il faut aller se protéger sur une perspective un peu plus longue. Voilà, donc on a des avis comme ça un peu divergents parce que sur le fond, on attend également une amélioration de l'économie dans la zone euro. Mais sur le plan technique, cette situation est très particulière. On tend vers une neutralité et une situation d'attente. Alors, s'il y a bien une situation dans laquelle, qui n'est pas en attente, c'est celle du S&P 500. Malgré un mois de décembre négatif, le S&P 500 a réalisé une performance remarquable sur 2024, près de 23% de croissance. Ceci étant, à court terme, on sent les investisseurs américains quand même un peu prudents à l'orée de la nomination, enfin de la passation de pouvoir aux États-Unis. Hier encore, les marchés ont été extrêmement volatiles sur fond de rumeurs. En fait, tout ça, ce sont les tarifs douaniers. Quelle va être la politique économique étrangère de Donald Trump? Les investisseurs sont en attente malgré tout à très court terme. Est-ce que ça empêche le S&P 500 de poursuivre sa croissance à court et moyen terme? Est-ce qu'on est toujours dans une dynamique haussière selon vous sur le S&P 500? Alors la dynamique haussière n'est pas infirmée, donc, mais il y a un arrêt. Et qu'est-ce qu'on observe? Par exemple, la séance d'hier est caractéristique en ce sens qu'on a fortement progressé et derrière, on a reculé sensiblement. Ce sont des choses qu'on n'observait pas, on va dire, avant le mois de décembre, avant le point haut et l'arrêt du marché. Là, on voit que le marché, il sait, entre guillemets, il sait retracer, parfois dans des séances comme ça, jusqu'à 22 heures, ça montait constamment, demi-point, point par point, et ça ne rebaissait pas, il fallait attendre la nuit un petit peu, le lendemain, etc. Là, on a des respirations. Donc, on sent quand même une configuration qui se met en place, qui est différente de celle qu'on avait au mois de novembre et un peu avant, bien sûr. Donc, voilà, c'est une première indication qu'on manque un peu de catalyseur immédiat. Pourtant, c'est vrai que l'IA, hier, a été un secteur extrêmement recherché, puisque Nvidia a fait un double top. Et les sociétés liées au secteur ont plutôt été bien orientées. Bon, sur Trump, on va s'attendre de toute façon maintenant à des tweets, à des messages parfois extrêmement provocateurs. On aura hier, c'était donc sur le protectionnisme américain. Alors, c'est peut-être aussi une posture, quelque chose qui est mis en place pour pouvoir négocier. C'est difficile. Sur le plan technique, c'est 5830 sur le cash qu'il faut donc surveiller de près, ce niveau. Ça serait une première alerte. Jusqu'à 5670, il n'y aurait pas de drame. Le 5830, on l'a fait encore récemment. On a rebondi, c'est ces rebonds, ils sont quand même assez violents quand ils se mettent en place, parce que quand on va chercher un point bas, on va le chercher une fois, on ne va pas le chercher deux, ça rebondit, ça va très vite, il faut être prêt, c'est pour ça qu'il faut être hyper technique sur ces marchés. Pour l'instant, c'est hausse non infirmée, relais, point d'interrogation, catalyseur, on en a des catalyseurs possibles sur notamment l'IA, sur la politique monétaire que mettra en place la Fed. Là, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que Trump adoptera toutes les mesures qu'il a promises, avec évidemment cette inflation qui pourrait être mise à mal et qui pourrait remonter, et donc chagriner évidemment la Fed. Beaucoup de questions sur le plan économique fondamental. Sur le plan technique, c'est assez simple. Pour l'instant, on est là aussi dans une situation un petit peu d'attente, probablement de voir si Trump mettra en place tout ce qu'il a promis. Eh ben écoutez, on verra effectivement tout ça avec impatience, mais comme vous l'avez dit, la journée d'hier est probablement révélatrice de ce qui nous attend les 4 prochaines années, c'est-à-dire un va-et-vient constant entre affirmation, confirmation d'informations. Ça risque d'être illisible pendant 4 ans. On a vu le CAC 40, on a vu le S&P 500. Naturellement, on va essayer de comprendre la divergence qui se concentre, qui est à l'œuvre actuellement sur les marchés financiers entre marchés européens et marchés américains. Ceci étant, une
divergence qui n'est pas si marquée que ça. Si on comment dire, le CAC 40 est en baisse sur 2024, mais il y a des indices européens qui ont fait de très belles performances. Je pense au DAX, je pense à la bourse espagnole, je pense à la bourse italienne. Et en plus, si on relativise, c'est-à-dire que si on enlève les 7 magnifiques, ce qui n'a pas vraiment de sens en soi, mais si on enlève les 7 magnifiques, les indices américains réalisent des performances quasiment similaires à celles des indices européens. Du coup, par la force des choses, Jean-Louis, je vais être un peu piquant. Est-ce que ça a du sens de comparer les deux marchés ? Non. Non. De toute façon, les zones économiques ne sont pas du tout les mêmes, elles n'ont pas du tout les mêmes perspectives, elles n'ont pas du tout les mêmes politiques. Bon, puis après, c'est toujours pareil, je vais vous dire, enlever les 7 magnifiques, entre guillemets, il n'y a pas de magnifique, mais les 7 plus belles valeurs des indices européens, et vous allez faire la tête également. Vous voyez, le DAX, par exemple, le DAX, il est au plus haut, il a explosé. Rien que SAP, qui a bien boosté, qui est une très belle société, elle pèse 16,7%, quasiment 17% même du DAX. 17%. Donc, vous rajoutez les 3 ou 4 autres derrière, vous allez avoir 50% du marché. Donc, le DAX, lui, c'est vraiment particulier. En France, c'est toujours LVMH avec donc à peu près 10% du CAC 40. Vous voyez, on est quand même loin des 17. Et donc, non, des situations qui sont très, très différentes. On a connu par le passé des divergences très fortes entre les marchés européens, les marchés américains. Entre le DAX et le CAC, si on tient compte des dividendes, il y a à peu près 20% de surperformance pour le DAX. L'économie allemande, elle n'est pas florissante. Maintenant, les performances des sociétés allemandes, comme SAP, sont bonnes. Donc, c'est normal, peut-être, que le marché price donc ce prix actuel qui peut paraître très élevé, mais qui représente la performance de ces sociétés qui pèsent très lourd dans le DAX. Et selon vous, donc Jean-Louis, il faut, comme on peut l'entendre certaines fois, privilégier les marchés US aux marchés européens, ou malgré tout, comme on vient de voir, il y a peut-être des belles choses à faire sur la bourse italienne ou la bourse espagnole. Il y a à faire partout. Maintenant, si vous continuez de payer le marché américain, il faut avoir le moral. Moi, j'ai des difficultés à le faire. Je me dis qu'NVIDIA finira bien par avoir des concurrents. NVIDIA va pas continuer à faire des marges de 60% sans que certains se disent qu'après tout, il y a une place à prendre entre 20% de marge et 60% de marge. Donc, il va y avoir des concurrents. Ensuite, il faut croire au dollar aussi. Est-ce que le dollar va continuer de progresser ? Donc, il ne faut pas l'oublier, nous, Européens, qui allons investir sur les États-Unis. Est-ce que le dollar va parvenir à un 10 ou un 15 dans les prochaines années ? Mais il faut penser à tout ça. Il n'y a pas simplement que les actions. Les arbres ne montent pas au ciel, tout le monde le sait. Maintenant, l'IA a permis des performances incroyables. Je pense qu'acheter sur ce niveau de 6 000 le marché américain, ça me paraît dangereux. Moi, je pense qu'il faut globalement avoir une approche extrêmement prudente, privilégier les grosses valeurs de rendement, etc. Moi, en tout cas, je ne vais plus là sur le marché américain. Donc, je monte des stratégies intraday plutôt, intraday sur plusieurs jours, parfois acheteuses sur des replis comme les derniers replis qu'on a eus. Je suis protégé par les options. Je trouve que la volatilité implicite n'est pas trop élevée et donc on peut facilement se protéger. Et il faut utiliser les outils qui existent parce que ils font partie de la construction de ces marchés. Comprendre ce qu'on paye en volatilité implicite, c'est aussi comprendre ce que les investisseurs envisagent comme évolution, ou viennent se protéger plus ou moins d'une baisse en payant donc des puts, par exemple, pour se dire au moins si ça se casse la figure, je suis protégé. Mais s'ils achètent des puts, ils sont moins vendeurs potentiels. Donc, si vous voulez, ces options amènent des constructions techniques qu'il faut étudier de près et en conclure, est-ce que les marchés sont vulnérables ou pas ? Et pour l'instant, ils ne le sont toujours pas parce qu'il n'y a pas eu de complaisance dans les constructions tous ces derniers temps. Il n'y a pas eu donc cette complaisance qui pourrait créer un effet domino et rendre les marchés en tout cas fragiles.
Ok, très clair. On va finir avec la paire euro-dollar. La paire euro-dollar, pareil. Hier, impactée évidemment par la non-information du Washington Post concernant ces tarifs douaniers. On a vu que l'euro a repris du terrain par rapport au dollar, près de 1%, enfin près à 0,83%. Ceci étant, on a quand même l'impression qu'à court terme, on se dirige vers la parité absolue sur l'euro-dollar. Ah, c'est difficile. Pour l'instant, oui, les politiques des banques centrales paraissent assez claires. La Fed aura du mal à baisser ses taux et l'Europe et la BCE va le faire. Donc, c'est sûr que ça rend le dollar plus attrayant. Oui, voilà, c'est sûr que c'est comme ça pour l'instant. Maintenant, les anticipations qu'on peut lire dans le prix et dans sa forme et dans son évolution vont aussi dans ce sens-là. Pour l'instant, la tendance est baissière. On cherche à vendre sur des rebonds. Moi, par exemple, cette fin d'année, je vendais jusqu'à 1,0450. C'était un peu la stratégie de fond. Et ce qu'il faut chercher à faire, c'est trouver le niveau à partir duquel le marché enverrait un signal contraire. Alors, il y aurait par exemple une première neutralisation au-dessus de 1,0630. On pourrait se dire, bon voilà, on s'éloigne un petit peu de cette zone de fragilité et peut-être un signal d'achat au-dessus de 1,08. Les choses vont évoluer, évidemment. Il faudra coller à l'évolution de l'euro-dollar, pas trop près quand on travaille des tendances de long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, c'est ce que je fais. Je reste vendeur, en effet. Qu'on aille ou pas à la parité, si vous voulez, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas chercher à être devin quand on est trader. Il faut se dire, voilà, quel message m'envoie le sous-jacent? Donc là, on parle de l'euro-dollar. Pour l'instant, il me dit que c'est baissier. Donc, je cherche à vendre le mieux possible. Alors, on garde un sol vendeur sur le long terme, depuis maintenant assez longtemps. Et le jour où il y aura un retournement, il y aura des anticipations qui seront faites par des gens qui en savent plus que nous. Et c'est ce qu'on lit en tant qu'analyste technique, on essaye de lire, entre guillemets, dans le marché, se dire qu'il y a des intérêts qui reviennent, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ils reviennent, mais ils reviennent, et à ce moment-là, on achète. Donc ça sera, je vous dis, 1,0630, premier niveau à partir duquel on se dit, on passe dans une zone neutre avec peut-être un biais un peu haussier vers 1,08, et au-dessus de 1,08, ça serait un retournement de tendance qui pourrait nous ramener évidemment plus haut, et notamment sur les 1,12, 1,13 qu'on avait connus il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de septembre. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est baissier. Ok, pour l'instant c'est baissier. Écoutez, merci beaucoup Jean-Louis Cussac d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris le temps de nous expliquer quel est votre sentiment sur les principaux indices mondiaux, les principaux actifs mondiaux. Et écoutez, je vous en remercie beaucoup. Vous êtes fondateur de Perceval Finance Conseil et donc avec nous régulièrement pour nous aider à adapter, aiguiller nos stratégies d'investissement au trading. Je vous souhaite une excellente journée Jean-Louis. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Mathieu Driol et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.